Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses dans la désignation du candidat président de la CENI? L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font-elles preuve de mauvaise foi? Les autres confessions religieuses ont-elles réellement été chassées du siège de la CENCO? Face à face reçoit ce dimanche 8 août 2021 le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Chollet. Rediffusion dimanche soir et lundi dans les grandes éditions d'information. Désignation du candidat président de la CENI. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses? L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font-elles preuve de mauvaise foi? Les autres confessions religieuses ont-elles été réellement chassées du siège de la CENCO? Monsieur l'abbé Donatien Chollet, bonjour. Bonjour. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas parvenu à désigner le successeur de Corneille Nangaa? C'est d'abord une triste réalité, que ce soit de la part des chefs de confession religieuse. La réalité que pendant l'examen des profils de candidats qui étaient sur la liste, qui étaient présentés par le secrétariat technique à la plénière, il y en a un pour qui le CC et la CENCO ont trouvé que non, compte tenu de témoignages, des aveux faits par certains membres sur lui, c'était un candidat qu'on ne devait pas considérer éligible, donc qu'on devait laisser tomber déjà à ce niveau-là. Il s'agit de Denis Kadima. Je ne cite pas de nom ici. Les autres avaient un avis contraire. Tout a été bloqué en résumé à cause de cela. Vous parlez de témoignages et des aveux. On est déjà de plein pied dans le processus. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il s'agit de quels témoignages et de quels aveux ou des aveux de qui concernant ce candidat? D'abord, avant même de commencer le processus de vote, on avait eu quelques rencontres. Il y avait aussi des membres de la plénière, de la plateforme, qui venaient présenter leurs doléances au bureau de la plateforme, à la présence de la plateforme. Et nous avons enregistré, entre autres, de plaintes de certains membres qui, à cause de ce processus, qui était ciblé comme bloquant la promotion du candidat X. Des membres de des confessions religieuses. Des confessions religieuses, et qui ont subi des menaces assez sérieuses de la part de ceux qui peuvent se le permettre. Et c'était sérieux et nous avons pensé qu'il fallait dénoncer ça avant même de commencer le processus. Dénoncer sans en dire plus. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous en dire plus sur qui ont été menacés et qui les ont menacés? Bon, je crois que ce n'est pas le lieu indiqué. Il y aura peut-être une commission paritaire comme prévoit la procédure. C'est là où on pourra aller dans les détails. Et puis il s'agit de la vie des gens. Il ne faudra pas les exposer aussi pour leur sécurité. Mais les choses étaient plus que claires. Donc, ils étaient menacés et le président de la plateforme, par solidarité, a proposé qu'on fasse un communiqué dénonçant ces intimidations, dénonçant ces menaces. Tout le monde peut faire la même chose, monsieur l'abbé. Il y avait l'un ou l'autre membre qui ne pensait pas, qui ne voulait pas s'engager dans ces directions-là parce qu'il voulait avoir la certitude qu'il y avait effectivement le membre qui était menacé, non pas à cause d'autres situation, mais à cause de cela. Et ces membres-là ont donné le témoignage. Ils ont été menacés pourquoi? Pourquoi? Ils ont été menacés parce que, selon les informations de ceux-là ne voulaient pas la candidature de X. Et ils ont été menacés au cas où vous ne votez pas celui-là, vous saurez qui nous sommes. Sans citer des noms, il s'agit du même candidat. Oui, il s'agit du même candidat dont vous parlez. Le plus important, c'est que ceux qui voulaient avoir la certitude qu'il y avait effectivement des menaces liées à ces procédures ont fini par signer ces documents. Parce que les témoignages étaient clairs. Ça paraît paradoxal quand même. Hier, ils ont dit qu'ils ont été menacés et finalement, ils ont soutenu le même candidat. Non, c'est simple. Je crois qu'en fin de compte, ils ont cédé à la pression. Alors, je disais, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour du choix des candidats? On a commencé la procédure d'élimination au secrétariat technique
Et sur ces candidats-là, d'ailleurs, on n'avait pas de consensus au niveau de secrétariat technique. Justement, c'était ma question. Vous avez un secrétariat technique. Pourquoi n'avoir pas éliminé ce candidat s'il posait problème en amont? À ce moment-là, comme il y avait encore une autre instance, on n'allait pas... On a pensé que c'était bon d'amener ça à l'appréciation des chefs de confession religieuse. C'était aussi un sens de responsabilité parce que beaucoup d'éléments étaient traités au niveau de la plénière. Ok, on arrive à la plénière. Vous êtes parti de combien de candidats à combien? De 8 candidats, je crois, de 6 candidats à... Là, je ne me souviens pas, mais on a amené à la plénière 4. À la plénière, on a amené 4. Je crois que... non, on a amené 6, on a éliminé 2, il restait 4. Voilà. Au secrétariat technique, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on en avait 8 ou 9. Là, vraiment, je n'ai pas de chiffres en tête. Et sur les 4 candidats... On a 6 et puis on a retenu 4 pour le... oui. Et sur les 4, il n'y a que ce candidat-là oui, on a commencé par lui. Alors, ça posait problème. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a commencé la plénière vers midi pour finir vers 21h et quelques. Avant de chasser les autres. Alors, bon, ça c'est un. Alors, un autre argument pour lequel la CENCO n'a pas accepté ce candidat-là. Déjà, au niveau de la plénière en amont, un des membres a dénoncé qu'il a été approché par quelqu'un de son église à l'hôtel Béatrice avec une grosse somme d'argent lui proposant de voter ce candidat. Un autre chef religieux de confession religieuse a été approché par un de ses collègues pour les mêmes candidats en promesse d'une édipe. Donc, sont là déjà des tentatives de corruption. Est-ce que ce candidat est si millionnaire pour avoir autant d'argent pour... Bon, ça c'est... Est-ce que tout cela est marqué dans votre CV du jour? En PV. PV du jour, le procès verbal. Là, c'était à la plénière. Oui. À la plénière, on avait dénoncé ça avant, et c'est même le nom de celui qui a approché ce chef-là, l'hôtel de Béatrice, et le nom de ces candidats se trouve dans le rapport de la réunion. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, quels sont les vrais critères que vous avez mis en place, vous, confession religieuse, pour aboutir à la désignation du candidat président de la CENI? Pour être éligible, le premier le critère, c'est la compétence en matière électorale et l'expérience, la connaissance de la matière électorale et l'expérience. Là, on était tous d'accord sur le classement des candidats. Au fait, on les a classés d'abord par rapport à leurs respectives. Alors, le deuxième volet, qui est pour nous très important, c'est le volet éthique, qui est aussi lié à l'indépendance du candidat. Alors, parmi les aveux qui ont été faits, le plus important, à mon avis, c'est l'avis qui nous montre que ce candidat n'est pas un candidat indépendant. Parce qu'il y a certains parmi nous qui ont été approchés par des autorités, les enjoignant de voter ces candidats-là. Et vous comprenez que c'est dans la terreur. Donc c'est ce critère-là qui vous a rendu réticent, non pas celui lié à sa tribu ou à sa province. Non, il n'y a rien, on n'a pas parlé province. Le nom de ce candidat est connu, il circule dans la ville depuis plusieurs jours et on le lit plus à la province du chef de l'État. Là, ce sont des manipulations. Cette histoire-là a commencé déjà au temps de Malo. Quand on a récusé Malonda, c'était question d'une province. Mais ce jour-là, plusieurs témoignages, notamment le pasteur Sonny Kafout avait déclaré que l'abbé Monseigneur Ambongo avait dit clairement en pleine plénière qu'on ne peut pas choisir un candidat président de la CENI qui est de la même tribu que le chef de l'État. C'est un mensonge qui nous a rendus sages. Un mensonge parce que quand on était bloqué, quand on a laissé la CENCO, on refusait la candidature de Malonda, les autres y tenaient. Comme les autres tenaient, c'est le cardinal qui a proposé, mais dit, il y a encore des candidats, trois autres candidats. Pourquoi s'accrocher seulement à Malonda? Examinons ces candidatures-là. Alors bon, puisqu'il y a le volet personnalité, il y a le volet éthique, la question du cardinal était, qui parmi nous connaît ces candidats?
Alors que ce n'est pas eux que ces candidats sont arrivés là. Personne, je vous alors, personne. Il y a un du secrétariat d'une confession a dit, mais nous, on peut quand même présenter ces candidats-là. Son chef a dit, pas question. Donc c'est ça la raison pour laquelle on n'a pas... Parce qu'il tenait... Donc, à l'époque, c'est une mise au point très importante. À l'époque, Monseigneur Fridolin Ambongo n'a jamais dit qu'on écarte tout candidat qui est de la même tribu que le président. C'est lui qui a proposé qu'on jette un coup d'œil sur ces candidats. Mais vous ne l'avez jamais démenti. Si, je l'ai dit plusieurs fois, mais on n'avait pas de preuves matérielles. J'ai dit, ça nous a rendu sages. C'est ce qui a fait qu'on s'organise pour enregistrer toutes les conversations qu'on a eues cette fois-ci. Et voilà. Et ce n'est pas pour ridiculiser ou humilier qui que ce soit, mais au moment venu, on va se défendre si on ne veut pas croire. Et déjà pendant la plénière, quand on a évoqué ce témoignage-là, ceux-là n'ont pas nié, c'est déjà une bonne chose. On revient aux critères, monsieur l'abbé. Vous parlez de connaissance, de maîtrise de l'organisation des élections, vous parlez d'éthique. Ouais. Et selon vous, c'est cet élément, c'est ce critère qui vous a rendu réticent quant au choix d'un des candidats. L'indépendance du candidat vis-à-vis de pouvoir, de force politique. Ouais. Rien à voir avec ce candidat-là. Chez nous, on avait des candidats qui étaient proches de certains acteurs politiques, candidats potentiels peut-être, et que nous avons retirés de la liste parce que on ne pensait pas qu'ils seraient indépendants par rapport à cela. Monsieur l'abbé, vous vous êtes fié sur 2 ou 3 témoignages seulement pour écarter un candidat qui avait pourtant le profil selon vous? Il ne s'agit pas d'un témoignage de quelqu'un il s'agit des aveux. C'est une grande responsabilité pour la nation. Est-ce que vous comprenez d'abord... Les aveux de qui? De ceux qui ont été approchés par certaines autorités, de ceux qui ont été approchés par d'autres pour voter ces candidats moyennant l'argent. Vous avez l'occasion de rétablir la vérité aujourd'hui. Vous ne savez toujours pas dire qui a menacé qui. Vous ne savez toujours pas dire qui a avoué que ce candidat-là l'a approché. Je ne le dis pas, ce n'est pas que je ne veux pas le dire, mais parce que ce n'est pas le lieu de le dire. Mais vous n'aidez pas l'opinion à comprendre, monsieur l'abbé. Non, c'est question de responsabilité. Parce que pour le moment, l'opprobre est jeté sur vous tous. J'ai dit, c'est la vie des gens qui est engagée, ce sont des institutions qui sont engagées, il faut être responsable. Il y a un lieu pour ça. Si on ne croit pas, je crois que la procédure prévoit une commission paritaire. C'est là que vous allez tout dévoiler. Oui, si c'est nécessaire, parce qu'on a ces éléments-là pour nous défendre. Mais ce n'est pas éthique de notre part de venir jeter le pavé dans la mare pour quelque chose. Qu'est-ce que le public va amener là? Sinon la polémique. Nous, on n'est pas là pour activer la polémique, mais pour résoudre un problème de fond. On ne parle pas de polémique, monsieur l'abbé, on parle de vérité. Et vous avez toujours insisté sur la vérité dans toutes vos interventions. Il y a une vérité qui se dit au confessionnal, il y a une vérité qui se dit au tribunal, il y a une vérité qui se dit devant les journalistes. Et là, vous ne pouvez pas. Voilà. On revient à ce qui s'est passé ce jour-là, parce que c'est très important. Vous avez pris beaucoup de temps sur ce candidat. Au final, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que certains déclarent que vous étiez obligé de les mettre à la porte, de les chasser de cette salle de la Senco? En fait, alors que pour les 2 autres candidats, on n'avait pas encore traité le deuxième volet éthique, on était bloqué au premier, et puis ils ont tenté de ramener le deuxième candidat aussi dans ce lot-là. Et voilà pourquoi le président de la Senco, pour ne pas donner l'impression que le candidat qui a posé sa candidature à la Senco refusait l'autre pour imposer son candidat, entre guillemets, voulait le retirer sur la course. Ce qui s'est passé, c'est que les autres ont dit, notre charte, et c'est vrai, prévoit qu'en cas de manque de consensus, on passe au vote. Article 17. Article 17. Alors, ils ont dit, mais puisqu'il n'y a pas consensus sur ce candidat, il faut aller au vote alors. Nous, on a dit non. On va au vote avec les candidats éligibles. Prenons un exemple dans un domaine un peu beaucoup plus clair. La loi dit que les animateurs de la CENI doivent avoir au moins 30 ans. Vous amenez un candidat qui a 29 ans, mais qui a une expertise. Finalement, nous on dit non. Par rapport à la loi, ce candidat n'est pas éligible. Vous allez dire que puisqu'il n'y a pas consensus, on va passer au vote. Un vote qui consacrerait l'illégalité.
Un président de séance responsable ne ferait pas ça. L'éligibilité dont vous parlez, c'est par rapport au texte, par rapport à la Constitution, mais là, ce sont des critères que vous avez établis. Oui, et en plus, parlant de l'éthique, monsieur l'abbé, tout le monde pouvait accuser tout le monde. On pouvait également accuser votre candidat d'être très proche de vous, très proche de l'opposition. Donc, tout le monde pouvait accuser tout le monde. Ce n'est pas assez objectif. J'ai entendu ici, vraiment quelqu'un, je me demande si c'est vraiment un homme politique, qui a affirmé que le candidat Cyril Ebotoko. Oui, était candidat à la députation nationale. Et puis vous l'avez laissé partir comme ça, vous-même vous avez... La Mouka est née quand d'abord? Quand la Mouka est née, c'est celui-là qui pilotait la mission d'observation. L'observation des élections. Allez-y, comprendre quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais flirté avec la politique. Bon, quand j'ai examiné qui disait ça, j'ai compris qu'il a été fabriqué dans la moule du mensonge. Monsieur l'abbé, je reviens sur ce critère éthique qui vous a poussé à écarter ou à contraindre les autres à écarter un candidat. Tout le monde pouvait accuser tout le monde. Ce n'est pas sur base de 2 ou 3 témoignages que vous allez décider. Un seul témoignage suffit pour que le juge puisse voir clair sur un dossier. Vous pensez que les 3 autres étaient plus parfaits que celui dont les témoignages étaient mauvais selon vous? La perfection, il ne s'agit pas ici qui a plus de péché, qui a moins de péché. Non, le problème n'est pas là. Nous sommes ici, il s'agit de failles, à mon avis, des limites qui vont affecter, qui ont risque d'affecter sérieusement le processus électoral. La responsabilité que la nation nous a confiée, c'est énormément grave. Il s'agit d'apporter la pierre des confessions religieuses pour la consolidation de la démocratie. Et dans ce pays, le développement ne passera par la consolidation de la démocratie. Oui, mais si parmi vous, tous ces témoignages étaient amenés simplement pour nuire à ce candidat-là, parce que vous n'avez pas de preuves que ce candidat a approché l'un de vous, que ce candidat est passé par des acteurs de l'exécutif pour influencer votre choix, il n'y a aucune preuve. Quand n'avez-vous pas preuve? Mais le témoignage ne suffit pas, vous venez de le dire vous-même. Ah, si pour vous le témoignage n'est pas une preuve, alors quand bien même il n'est pas nié par la personne qui l'a dit, alors là on ne sait pas. Donc pendant la délibération, monsieur l'abbé, si l'un des princes de l'Église, l'un des membres des confessions religieuses arrive pour dire voilà le candidat Thierry, il n'est pas des bonnes mœurs, il a fait ci, il a fait ça, vous le prenez pour parole d'évangile? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je vous dis, il y a un concours de témoignages. Il ne s'agit pas de témoignages d'une personne. Quand il s'agit déjà de 2 personnes, le témoignage a un autre point, une autre valeur. Alors, il s'agit ici de plus de 2 personnes d'ailleurs. Je vous dis, nous avons les supports, mais ce n'est pas le lieu. Ah, donc vous avez les preuves que ce candidat dont il s'agit a essayé d'influencer sa désignation par vous? Non. On a de preuves que ce candidat, c'est un candidat porté par X. Revenons Et il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un dans n'importe quelle direction. Il s'agit simplement de s'engager à garantir un processus électoral crédible. On a bien compris que pour ce candidat-là, il s'agissait des raisons d'éthique et non pas des raisons de tribu. Éthique et surtout indépendance. Éthique et indépendance. Ouais. Revenons au secret des délibérations, s'il vous plaît. Alors, comment vous êtes arrivé à vous séparer en queue de poisson pratiquement? Ce n'est que ce sujet-là qui a bloqué. Vous n'avez même pas eu le temps de jeter un regard sur les dossiers des 3 autres candidats? Oui, malheureusement, parce qu'il était très tard, il faisait déjà tard, 21h passées, et puis le président de séance, qui l'unique a la compétence de convoquer et de conclure une réunion, a estimé qu'il fallait suspendre, et conscient du fait qu'on avait quand même un délai, il s'est engagé à aller parler avec les autorités compétentes, ce que les autres n'ont pas accepté. Voilà, revenons sur ce point-là, parce que c'est l'un des points qui font polémique dans la ville. L'un des vôtres, M. Dodo Kamba, est passé dans les médias pour dire que ce jour-là, vous les avez chassés de cette salle de réunion de la Cinco. Et ils vous ont posé la question clairement, lorsque vous avez demandé à vos techniciens d'éteindre la lumière et de fermer les portes, si vous les chassiez, vous avez dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
chasser, on peut donner aux mots tous les sens pourvu qu'on les définisse. Voilà ce qui s'est passé et vous allez conclure vous-même. On est arrivé 21h passées, le président de séance a conclu qu'il fallait suspendre la séance. Il a demandé à un membre de conclure avec la prière. Le membre se met debout. Un autre membre dit non, pas question, nous ne partons pas, tu t'assois. Et celui-là obéit. Il dit à celui qui devait prier. Oui, qui était déjà debout pour prier. Oui. Le président a déjà conclu la réunion. Vous comprenez? Oui. Donc pour nous, les choses finissaient là-bas. Alors, on a demandé à un autre, j'ai dit bien, si l'autre ne veut pas, j'ai demandé à un autre s'il pouvait... c'était d'abord un affront et je n'acceptais pas moi que mon président, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Outembi, soit traité de cette façon par un quidam. Alors, je ne cite pas le nom, oui? Non, un quidam, ça dit n'importe qui, je n'accepterai pas. Ouais. Alors, ils ont dit, non, nous continuons. Le président dit, mais vous êtes libre pour moi, la réunion finit aujourd'hui. Si vous voulez vous continuer à réfléchir, ce n'est pas là-bas qu'il a dit. Hein. Donc, c'est-à-dire, pour lui, la réunion s'arrêtait là-bas. Alors, et il lui a donné l'ordre d'en continuer. J'ai dit, mais non, écoutez, le président a conclu la réunion. À un moment donné, je serai obligé d'éteindre et de fermer les portes. Et de vous mettre à la porte. Non. Je serai obligé d'éteindre la lumière parce que moi, je vais dormir et C'est la conséquence logique. Voilà. Vous ne pouvez pas éteindre, fermer la porte et laisser les gens ici. Il n'avait d'abord aucun technicien. Je n'ai donné l'ordre à personne. Ça, c'est vraiment un gros mensonge. Je n'ai même pas touché à l'interrupteur. C'est un gros mensonge. Voilà ce que Est-ce qu'ils vous ont posé la question et j'étais d'ailleurs, ils étaient d'ailleurs le dernier à sortir là. Parce que moi, je suis sorti. J'avais besoin de l'un d'eux. Voilà, je suis sorti par cette porte. J'avais besoin de l'un d'eux qui était encore là. Je suis entré par cette porte. Je l'ai vu, donc je n'étais pas le dernier à quitter la salle. Mensonge sacré. Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassiez? Vous avez dit oui. Hein? Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassiez? Non, je n'ai pas répondu. Vous avez dit oui. Effectivement, il a demandé, donc, vous nous chassez. Je suis resté silencieux. Votre silence voulait dire quoi? Parce qu'avant, vous avez déjà dit, c'est fini, je serai obligé d'éteindre et de fermer. Ça veut dire sortez de la salle. Pour moi, la réunion est finie. Donc, sortez de la salle. La réunion est finie. Oui, sortez de la salle. Si vous comprenez ça de cette façon, c'est pour ça que j'ai dit on peut donner au mot tous les sens pour... Est-ce qu'il y a deux façons de comprendre? Nous sommes ici, chez vous, dans la même salle de conférence. Vous nous dites, je serai obligé bientôt de fermer les portes et d'éteindre la salle. Ça veut dire sortez. Moi qui vous ai invité, j'ai dit, OK, maintenant, la réunion finie, ça signifie que nous devons partir. Donc il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. Vous parlez de mensonges. Bon, une partie de vérité. Ce qui est faux, que j'ai donné l'ordre. Il a dit, j'ai suivi, j'ai donné l'ordre d'éteindre, de fermer la porte. J'ai éteint, j'ai même suivi, que j'ai éteint. Je n'ai pas touché à l'interrupteur, je n'ai donné l'ordre à personne. Je serai obligé de le faire. Une façon polie de dire, en tout cas, les choses finissent maintenant. Voilà. Ils disent que vous avez déjà tout conclu. Il ne restait plus que la confection du PV qui sont allés faire au siège de la CIME. Encore un contre-vérité, parce que pour les deux autres membres, on n'avait pas encore traité le volet personnalité éthique. Donc il n'y a que ce candidat-là qui vous a pris ce candidat qui nous plus a de pris 6 le heures temps, et puis qui ont essayé de ramener l'autre en disant que monsieur, lui aussi, on a entendu. Voilà, on était à ce point-là. Donc on n'avait pas fini les examens. Les débats n'étaient pas finis. Ouais. L'option de passer au vote, comme le prévoit l'article 17 de votre charte, n'était pas encore levé. Voilà, c'est ça. Et ils disent pourtant le contraire. Ils disent que tout était fini, ils sont allés là-bas pour rédiger juste le PV. C'est ça qui n'est pas vrai. Monsieur l'abbé, nous allons revenir sur votre position à vous, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que vous, prince de l'Église, vous en qui tous on avait du respect, vous bloquez toute une nation? Apparemment, vous ne vous êtes pas servi des leçons des précédentes désignations, notamment la dernière, celle de Ronsard Malonda, qui a provoqué mort d'homme dans le pays. Bon, je crois que c'est une question de responsabilité. Il faudrait quand même revisiter l'histoire. Je crois que en 2000, avec Malou Malou, le feu abbé Malou Malou, avec Corneille Nanga,
la Senco avait pratiquement le même jugement, mais là, les choses étaient dans le sens de l'abstention, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que vous n'avez jamais signé un procès verbal désignant le candidat président de la CENI. Jamais depuis 2006. Les conséquences. Ils ont travaillé. De quelle manière? Quel est le jugement de la population par rapport au volet indépendance? Rien ne dit que si. Je crois que l'histoire nous donne raison. Rien ne dit que si votre candidat était passé, ça serait mieux. Rien ne le dit. Je ne le dis pas, mais quand on a déjà des signes évidents, pour l'un d'eux dans le passé, là, pour l'un d'eux, je ne cite pas de nom, il était dans notre banque de données. Mais quand on a eu une information assez précise que le pouvoir a réuni tous les autres pour dicter ce nom-là, écoutez, nous sommes 8. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'un hasard que les 6 là viennent avec un seul candidat? Mais c'est la loi de la majorité, monsieur l'abbé. Non, la majorité, je ne la récuse pas. Je ne la récuse pas. C'est prévu dans vos textes. Non, je ne la récuse pas, c'est pas là le problème. Donc, au fait, c'est une coïncidence inspirée, alors. C'est une coïncidence inspirée, comme c'était déjà le cas avec Ronsard Malonda. mais que voulez-vous, monsieur l'abbé? Il y a des candidats, mais en fait, vous êtes à 8. C'est pas là le problème. Ça pouvait être 5-3, ça pouvait être 4-4, ça pouvait être 6-2, ça pouvait être 7-1. Bon, c'est quand même... On revient à ces faits de corruption dénoncés dans une correspondance par Monseigneur Marcel Otembi. C'est quand même grave. Alors que vous êtes en pleine délibération, que la fumée blanche n'est pas encore sortie du siège de la Senco, le président de la Senco, qui est président des séances, écrit pour dire que les autres confessions religieuses ont été corrompues. On leur a remis de l'argent et on leur a proposé des jeeps. Il n'a pas dit les autres en termes de 6, là il a dit certains, oui. Certains ont dénoncé. Certains. Voilà, c'est ça. Mais, et c'est pas qu'il a écrit dans les médias, il a écrit à ceux-là pour leur faire voir la réalité. La correspondance est sortie, donc qui a fait sortir ça? C'est bénéfique pour nous. Voilà. Mais pourquoi accuser les autres de corruption? Mais il ne s'agit pas mais il s'agit de membres qui ont dénoncé. C'est pas lui. Lui n'a pas été approché. Ils ont dénoncé. Oui. Ils n'ont pas dit qu'ils ont touché. Ils ont dit qu'ils ont été approchés. Ouais, mais de là à conclure qu'ils ont été corrompus. Non, le président de la Senco n'a pas dit le contraire. N'a pas dit qu'ils ont été corrompus. Ils ont dit qu'ils ont été approchés. Maintenant, le problème, c'est qui veut corrompre pour ces candidats? C'est qui? Vous avez, puisque vous le dites, vous avez des éléments. C'est qui? Quel intérêt? Monseigneur ne pouvait pas écrire s'il avait des éléments de preuve. Qui peut proposer beaucoup d'argent pour un candidat s'il n'a pas un intérêt, s'il n'est pas avec ses candidats. Selon vous, c'est qui? C'est le pouvoir? Je ne dis pas qui. Je ne sais pas. Chacun de conclure. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, vous êtes le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Depuis 2006, l'Église catholique, je le disais tout à l'heure, n'a jamais signé un seul procès verbal des confessions religieuses désignant le candidat président de la CENI. Vous vous retrouvez à chaque fois du côté, je vais dire, soit des mauvais perdants, soit de ceux qui crient au complot. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, le problème, c'est vous? Nous nous retrouvons chaque fois du côté de la vérité parce que quand cette voie n'est pas suivie, la suite nous donne raison. La vérité n'est que celle de l'Église catholique. Non. La vérité, c'est ce qu'observe le peuple congolais en fin de compte. Mais le problème, c'est que à chaque fois, si c'est vous qui dites non au choix des autres, c'est vous qui devenez le problème. 2006, 2011, 2013, je crois. Et puis, Ronsard Malonda récemment. Maintenant encore si pour le choix des... font la même chose, comment voulez-vous que notre attitude change? Oui, mais comment voulez-vous, ou qu'est-ce qui peut nous prouver que votre position a toujours été la bonne? Parce qu'on peut finalement conclure que vous faites preuve de mauvaise foi. Examinez, vous êtes un bon journaliste, révisitez les processus passés, évaluez ça. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Vous trouverez que les reproches qui ont été faits, c'est la raison donnée à la Senco. J'ai dit ici que en 2006, en 2011, comme en 2018, rien ne dit que si c'est le candidat désigné ou proposé par la Senco était choisi, il y aurait des meilleures élections. Vous avez raison. Ça dit nous pouvons avoir un bon candidat et puis en fait, on a même...
il n'y aura jamais de candidat à la Senco. Le fait de déposer sa candidature à la Senco ne veut pas dire que ce candidat sera le candidat. Mais vous avez parrainé Cyril Ebotoko. Oui. Si Cyril était passé et qu'il se comportait mal, la Senco serait peut-être la première, peut-être l'unique confession à les dénoncer. Oui, parce que nous, on est vraiment dans le principe. Je repose ma question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez toujours du côté de ceux qui disent non, le choix n'a pas été bien fait, même concernant l'un des vôtres, l'abbé Moulungu Maluma Loupé Assanam? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il n'y a que les choix, les candidats proposés par l'Église catholique qui sont bons? Non, je ne l'ai pas dit. Parce que vous dites non aux autres. Vous dites systématiquement non au choix de la majorité. Parce que vous estimez qu'elle est corrompue. On ne dit pas ou qu'elle est proche du pouvoir. Ce n'est pas que nous estimons. C'est question de conscience. Je ne vois pas pourquoi Monseigneur Otembi en voudrait aux Denis autres Kadima. simplement parce que... Oui, pourquoi? Je ne vois pas. L'histoire se répète malheureusement. Donc quand on fait la même chose, on récolte les mêmes résultats. Mais pourquoi vous prenez part à ces travaux de désignation? Bon, je crois que ça c'est une question de fond. Peut-être qu'il faut poser à moi, je ne suis que porte-parole. Et je crois que c'est vraiment le moment de la poser sérieusement. Vous venez, vous n'êtes pas d'accord avec la majorité à chaque fois, mais vous venez quand même. Vous revenez toujours. Pour le même résultat à la fin. On croit à la conversion, mais si on se rend compte qu'on est à la case de départ, jusqu'à quand, seuls les évêques savent. Vous êtes conscient que vous tous, ou vous toutes confessions religieuses, avez perdu du crédit vis-à-vis de l'opinion? Vous vous comportez comme des politiciens? Bon, vis-à-vis d'une certaine opinion, oui, mais pas par rapport au peuple congolais, parce que nous recevons beaucoup d'encouragement de tous bords au point de vue national. Il y a beaucoup qui sont déçus aussi. Tenez compte de... Oui, bon, on n'a pas fait le vote. De vous tous, sans pour autant faire exception, parce qu'à chaque fois, c'est le même scénario. Vrai. J'ai commencé par là que ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Et voilà pourquoi le président Lasenko a pris du temps pour préparer l'esprit avant d'arriver. Malheureusement, je considère qu'il a perdu du temps et des énergies. Il a prêché au désert. Certains souhaitent même... Si vous lisez ces mots d'introduction des plénières, vous allez comprendre beaucoup de choses. Certains souhaitent même qu'on vous arrache ce privilège-là parce que il n'y a pas de changement par rapport aux politiciens. En fait, le problème, c'est que vous ne soyez plus celle qui désigne le candidat président de la CENI. Nous ne voulons pas servir des blanchisseries. Des blanchisseries, nous ne voulons pas servir de lavage de quelqu'un, d'une structure. Nous, on veut vraiment... Il en va de la crédibilité de notre Église. Donc, le président de la Senco ne va pas engager la Senco dans quelque chose qu'il ne voit pas clair, et surtout que ça engage tout le peuple congolais. Voir clair pour vous, c'est quoi? Donc, pour la Senco, un candidat qui est soutenu par la majorité des confessions religieuses est un candidat proche du pouvoir, est un candidat qui a corrompu les autres. Sinon, si c'était ça, il n'aurait pas été sportif. Le président de la Senco n'aura pas été sportif à mettre le candidat qui a déposé sa candidature à la Senco de côté pour évoluer vers un consensus. Ça signifie que et déjà, par deux fois, on a donné cet exemple-là, même au temps de Malone. C'est pour dire que ce n'est pas le candidat appelé de la Senco qui compte. Non. Ça pouvait être un candidat présenté par les musulmans, ça pouvait être... Mais s'il remplit les critères, et le président de la Senco a fait une proposition d'amener les autres candidats, peut-être on aurait trouvé la solution. Lors de votre point de presse conjoint avec le porte-parole de l'ECC, ce dernier a déclaré que nous avons proposé aux autres de nous amener même un autre candidat Louba. Bon, il a dit ça dans quel Alors contexte? qu'ici, vous parlez d'éthique plutôt que des tribus. Il a dit ça dans quel contexte? C'est dans le contexte pour dire que on n'a rien à voir avec le Louba. Donc, même un candidat Louba qui remplit les critères passerait. Voilà le sens de sa parole. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qui se trouve en ce moment à la table du président de l'Assemblée nationale? À ce que je sache, c'est le rapport de manque de consensus dans la plateforme de confession religieuse. Les autres ont présenté un PV aussi, ils ne comptent pas? Ça n'engage que. Ça, c'est quelque chose que nous ignorons complètement.
Monsieur l'abbé Donatien Cholet, est-ce que la SENCO ne fait pas de la politique finalement? La SENCO ne fait pas de la politique. La SENCO est dans son rôle. La SENCO, c'est-à-dire les évêques, sont dans leur rôle de prophètes. Comme je l'ai dit autrefois, si vous allez dans la Bible, il y a toujours eu des tensions entre les prophètes et les rois. Cela ne veut pas dire que les prophètes n'aiment pas les rois, mais les rois n'aiment pas entendre la vérité que disent les prophètes. Ça ne veut pas dire que vous ne reconnaissiez pas, ne serait-ce que ce qui est fait. On a l'impression que vous êtes systématiquement critique envers le pouvoir. C'est vous qui faites la majorité de Congolais qui ne voit que les critiques. Si vous lisez, on peut faire un examen de cette année, seulement les 5 dernières années, des messages des évêques, vous verrez qu'ils encouragent toujours des positifs. Comme vous l'avez fait à l'occasion des 100 jours. Je ne fais que... Ce n'était pas pour calmer la tension? Non, je ne fais que rappeler ce que les évêques ont écrit. Je suis un porte-parole fidèle. Dans leur dernier message, les évêques ont écrit, donc ils ont reconnu qu'il y a dans différents ministères, il y a des bonnes initiatives dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Les évêques l'ont dit, et c'est vrai. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître. Vous êtes satisfait de l'évolution actuelle de... Alors, donc, on reconnaît ce qui a été fait de bon, on demande de faire mieux. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, ce serait une grande fierté de voir enfants courir dans la bonne direction. C'est une recommandation, tout en félicitant par rapport à ce qui a été fait. Donc, quand il faut féliciter, les évêques félicitent. Quand il faut dénoncer, les évêques dénoncent. Je reviens un tout petit peu en arrière concernant la désignation du président du candidat président de la CENI. Vous avez reconnu, après tout ce qui s'est passé autour de la désignation de Rossard Malonda, avoir commis une erreur. Vous avez même présenté les excuses. Vous avez dit qu'on aurait souhaité que les réformes soient d'abord engagées avant que nous puissions le faire. Nous sommes allés trop vite en besogne. Mais avant même que les réformes ne soient engagées, c'est le même abbé Cholet qui avait priorisé les réformes, qui revient avec les autres pour dire qu'on va désigner. Non. Comment vous expliquez cette position? Des réformes sur la loi portant organisation de la CENI, qui a été fait de la façon dont ça a été fait, avec quelques avancées, mais nous avons aussi déploré. Martin Fayulu vous a même demandé de ne pas envoyer votre candidat, vous ne l'avez pas écouté. Il ne doit pas nous donner l'ordre. Il n'a pas donné l'ordre, il vous a demandé de ne pas le faire, parce que vous n'étiez pas d'accord avec cette loi. Vous n'étiez pas d'accord avec cette loi. Non, écoutez, nous, on n'est pas là. Voilà une preuve pour dire qu'on n'est pas là pour bloquer. Il y a encore des choses qu'on peut récupérer par rapport à la réforme de la loi électorale. Donc, la Mouka de la El Fayulu voit les choses en extrémiste. Pour nous, quand bien même cette loi ne nous paraît pas satisfaisante, mais il ne faudrait pas bloquer les choses pour ça. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés. C'est des extrémistes, la Mouka El Fayulu? J'ai dit par rapport à cette proposition-là. Ils voient les choses en extrémiste. Je ne donne pas un jugement de valeur. Le point de vue de la MOCA par rapport à ces processus, nous demandons de ne pas nous engager parce que la loi, nous trouvons que ce serait une décision pour nous les religieux extrémistes. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si vous ne faites pas de la politique finalement. Vous avez dit non. Je vais vous relire quelque chose qui est sorti, que vous avez déclaré en janvier 2019. Ouais. Les observations recueillies dans les bureaux de vote lors de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ne correspondent pas aux résultats officiels du scrutin proclamé par la Commission électorale nationale indépendante. Et vous avez ajouté que vous avez ajouté que les résultats, donc en gros que les résultats tels que proclamés ne correspondaient pas aux données dont vous disposiez. On s'attendait à ce que, logiquement, vous passiez à l'autre étape, que vous présentiez ces données. Jusqu'aujourd'hui, la SENCO s'est tue. Est-ce que ce n'est pas de la langue des bois? Non, c'est ça. Je crois que vous en serviriez comme preuve de faire la politique. C'est pas ça faire la politique. Non, la SENCO a toujours été prudente aussi. Parce que ce n'est pas... La SENCO était dans son rôle d'observateur, dans la mission d'observateur. La loi ne lui autorise pas
de proclamer le nom, parce que si on l'avait fait, on nous traduirait en justice, ils auraient eu raison. Mais pourquoi dire que c'est en contradiction avec vos chiffres si vous ne savez pas aller au-delà? Si vous ne savez pas, ne serait-ce que... C'est une façon de dire la vérité et qui ne vous compromet pas du point de vue juridique. Voilà. Ne serait-ce que mettre ces résultats ou ces données à la disposition des candidats qui sont allés s'opposer. Parce que quand on pose aujourd'hui la question à Martin Fayulu de savoir pourquoi vous dites que vous avez gagné, il nous envoie vers Asenko, entre autres. Oui, mais au fait, les PV des observateurs ne valent pas au tribunal. Ce sont des témoins qui doivent valoir. Ça, c'est autre chose. Vous aviez des témoins aussi et des observateurs. On avait des observateurs. Les témoins sont des partis politiques qui avaient des... Et qu'est-ce que vous avez fait de ces procès-verbaux? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec les résultats proclamés. Les procès-verbaux serviraient, par exemple, à tous ceux qui voudraient vérifier le sérieux. Vous savez qu'il y a un moment, on avait une confrontation avec ceux qui prétendaient avoir autre chose, devant témoins. Et ce sont des choses qui pouvaient servir à cette occasion-là. Ce qui est passé est passé. On est fort avancé. Nous reconnaissons les institutions en place, pas seulement reconnaître, mais nous, je veux pas la Senco, nous les accompagnons. Qu'est-ce qui vous a amené justement à composer avec ce pouvoir dont vous avez contesté l'élection? C'est le respect de la légalité. Donc c'est pas eux, mais on y va quand même. Donc notre réaction était sur le plan éthique, mais pas sur le plan juridique. On va terminer par la tension politique qui s'observe actuellement. Vous êtes au cœur des débats avec tous ces actes de vandalisme de certaines structures de l'Église catholique. Il est vrai il y a quelques jours, vous avez passé un message. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans votre approche des pacifistes, que vous puissiez justement essayer de discuter avec les acteurs politiques pour apaiser les tensions? Et qu'est-ce qui justifie le silence de Monseigneur Fridolin Ambongo? Les tensions sont là, visibles. Le pays n'a pas intérêt à évoluer dans ces directions-là. Je crois qu'il revient au garant de la nation d'user de toute sa sagesse, de faire ce qu'il peut faire. Et nous, comme pasteurs, nous avons aussi le devoir d'approcher les différentes parties prenantes. Pourquoi vous ne le faites pas? Par le passé, vous l'avez fait. Mais on ne fait pas tout au grand jour. On sont des gens avec qui on parle. Oui, mais plutôt que de le faire, vous animez un point de presse durant lequel vous citez les noms de certains politiciens que vous accusez d'avoir tenu des propos qui ont envenimé la situation et tout. On aurait on aurait préféré une approche différente. Non, ça dépend des circonstances, ça dépend de contexte, ça dépend de la nature des tensions. Et donc, on évalue tout ça. Donc, mais soyez rassurés, tout ce que l'Église peut faire pour amener la paix, elle ne s'aménage pas et le fait. Même dans les rencontres bilatérales avec les personnes concernées. On vous accuse d'être très proche d'une frange de l'opposition ou même de certains acteurs de l'opposition. J'ai l'impression que ça a toujours été ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on nous accusait d'être proches d'eux. Ils nous donnaient quoi? Ce n'est pas vrai. Ils nous donnaient quoi? Oui, si ça a toujours été ça, c'est qu'il y a une partie de vérité. Hein? Oui, il y a une partie de la vérité est que en général, quand l'Église dénonce, ça va dans la direction de ceux qui sont au pouvoir. Et ça arrange ceux qui sont à l'opposition. C'est ça. Et les mêmes, s'ils se retrouvent dans l'opposition, ils se retrouvent dans les discours de l'Église, alors ils canonisent maintenant les membres de l'Église. Et à ceux qui reprochent au cardinal Fridolin Ambongo certains de ses discours contre le pouvoir tenus en pleine messe, qu'est-ce que vous répondez? Je crois que ce sont des réactions épidémiques. Ceux qui réagissent, je me demande combien lisent sérieusement ces messages-là. Prenons son homélie. Al-Boumbashi. Al-Boumbashi, où il a fait allusion à la proposition de loi Tchani. Oui. Alors, pourquoi l'isoler? C'est la position de l'épiscopat congolais. Le dernier message des évêques est clair, c'est la plénière qui a signé. C'est tous les évêques qui ne sont pas pour cette loi. Pourquoi ça devient l'affaire du cardinal seul? Peut-être parce que le cadre, pour le dire, n'était pas... Bon, le cadre. Hein?
Il doit le dire avec ces termes-là, en pleine homélie. Bon, la question de termes, le ton, ça c'est lié à quelqu'un, mais le fond, c'est le plus important. La forme, c'est autre chose.